Oliver, de qui nous vient cette histoire, a grandi dans une communauté très soudée en Géorgie, dans les années 1980. Quand il était encore enfant, il adorait camper dans le jardin à l'arrière de sa maison. Chaque vendredi, Oliver et son petit frère Danny installaient une tente dans ce jardin et passaient la nuit entière à jouer avec leurs figurines. Le quartier où ils habitaient était sympathique, mais la zone l'entourant était un peu louche. Vous voyez, cette histoire s'est déroulée au moment où l'épidémie de cocaïne était à son apogée, et en quelques années à peine, leur ville tranquille s'était transformée en repère pour les drogués et leurs dealers. Oliver se souvient d'un de ses vieux voisins, qui se nommait Monsieur Karl. C'était un vétéran qui avait exercé en tant que pilote dans la Seconde Guerre mondiale, et qui habitait juste en face de chez eux. Sa femme était décédée d'un cancer en 1984, et après ces tragédies, il a sombré dans le désespoir et la dépression. 3 ans après le décès de sa femme, il a fini par tomber dans la drogue lui aussi, et il a commencé à errer dans les rues la nuit. Il n'a pas fallu longtemps après cela pour que la banque saisisse sa maison, et Monsieur Karl est devenu SDF. Oliver et Danny le voyaient chaque matin en allant à l'école, couché sur un banc à leur arrêt de bus. Parfois, il était réveillé et engageait la discussion avec eux. Les 2 enfants connaissaient bien Monsieur Karl et n'avaient donc pas peur de lui. Le vétéran n'avait jamais rien tenté de mauvais avec eux et il a toujours été bienveillant. Un jour, en allant à l'école comme à leur habitude, Oliver et Danny ont vu que Monsieur Karl n'était pas là. Ils ont demandé à leurs parents s'ils savaient ce qui lui était arrivé, mais ils n'en avaient pas la moindre idée. Oliver ne se souvient pas exactement de combien de temps était passé depuis la disparition de Monsieur Karl, mais il pense que ça devait être aux alentours d'1 mois au moins. Le temps est passé, et un vendredi soir, Oliver et Danny étaient dans leur jardin, en train de jouer avec des faux fusils que leur père leur avait lui-même fabriqués. C'était un morceau de bois avec une pince collée sur le dessus, et un clou dépassant de l'extrémité. De cette manière, ils pouvaient attacher un élastique autour du clou et l'étirer jusqu'à la pince. En la relâchant, l'élastique s'envolait avec force. Les 2 enfants étaient en train de s'amuser à tirer sur des figurines de soldats, lorsqu'ils ont soudainement entendu quelque chose faire bouger les buissons à l'extérieur. Ils étaient en Géorgie après tout. Ils avaient déjà eu affaire à bon nombre de ratons laveurs et de chiens errants. Et ce soir-là, avec leurs armes improvisées, ils se sentaient débordants de courage. Ils ont décidé de ne pas aller chercher leurs parents et de s'occuper eux-mêmes de l'intrus. Ils sont donc sortis de la tente dans laquelle ils étaient et se sont dirigés vers le fond du jardin, où une clôture séparait leur propriété d'une petite zone boisée. Danny avait prévu une lampe torche, et il l'a pointée vers la forêt qui s'étendait de l'autre côté de la clôture. Alors qu'il s'approchait des arbres, une silhouette a émergé de derrière l'un d'eux. Oliver a tout de suite reconnu la veste que la personne portait. C'était une veste en cuir marron. Il a remarqué que la personne portait également une casquette de vétéran militaire. Il n'y avait qu'une seule personne qu'Oliver connaissait qui portait de tels vêtements, et c'était Monsieur Karl. Mais quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il a jeté un coup d'œil plus attentif à l'homme dans les bois, il a réalisé qu'il ne ressemblait en rien à Monsieur Karl. Il portait bien ses vêtements, mais il semblait bien trop jeune pour être le vétéran qu'il connaissait bien. Les enfants n'arrivaient pas à voir son visage parce qu'il avait la tête baissée, et sa casquette masquait ses traits. En baissant le regard, Oliver a immédiatement remarqué les taches rouges sang qui recouvraient les vêtements de l'homme. Les 2 enfants n'ont pu que fixer l'homme pendant quelques secondes, avant de lui demander d'une voix tremblante ce qu'il faisait là. L'homme s'est baissé, puis a ramassé une grosse hache qui se trouvait à ses pieds, avant de se diriger vers les 2 enfants. Oliver et Danny ont immédiatement lâché leurs fusils en bois, et se sont enfuis à toutes jambes en direction de la maison. Oliver s'est brièvement retourné, et il a senti au même moment quelque chose lui effleurer la tête. Il a regardé sur le côté, pour voir la hache s'envoler dans leur direction, avant de s'écraser contre leur tente, la détruisant. Le reste de la nuit est confus dans l'esprit des 2 garçons. Selon leurs parents, ils sont entrés en trombe dans la maison, complètement paniqués et hystériques. Il a fallu pas moins d'1 heure pour leur faire raconter ce qui s'était passé, et pendant ce laps de temps, l'homme portant la veste de Monsieur Karl avait disparu. Oliver se souvient vaguement de ses parents parlant à un policier dans leur salon, mais d'après ce qu'il savait, il n'y a jamais eu de suite donnée à cette histoire. Il ne savait pas s'ils avaient finalement retrouvé à arrêter l'homme, ni même s'ils avaient pu récupérer la hache qu'il avait jetée dans leur jardin. Quoi qu'il en soit, cet incident a signé l'arrêt de leur soirée camping du vendredi soir. Ils n'ont jamais su ce qui était arrivé à Monsieur Karl, qu'ils n'ont plus jamais revu. Cette histoire s'est déroulée en décembre 2006. J'étais âgée de 15 ans à l'époque, et j'avais une peur terrible et extrême du noir. Quand j'allais me coucher, je prenais toujours soin de couvrir mon miroir au préalable. Ou si j'oubliais, je m'assurais d'avoir le dos tourné pour ne rien voir d'effrayant dans le reflet. Je prenais également soin d'éviter de regarder les coins sombres de ma chambre. Mon armoire aussi me faisait peur, parce qu'elle se trouvait justement dans un de ces coins sombres. Mais je ne pouvais pas éviter de lui faire face parce qu'elle était en face de mon miroir. Et entre les deux,
C'était l'armoire qui me faisait le moins peur. Évidemment, elle se reflétait dans le miroir, et c'est comme ça que cet incident a commencé. Une nuit, pour je ne sais plus quelle raison, j'ai brusquement décidé qu'il était temps de surmonter ma peur du noir. En allant me coucher, j'ai fait exprès de ne pas couvrir mon miroir. Je ne me suis pas cachée sous les couvertures, et je n'ai pas non plus tourné le dos à la glace. Je me suis allongée, j'ai éteint la lumière, et j'ai fixé le reflet jusqu'à m'endormir. Quand je me suis réveillée, mon regard était sur la porte de ma chambre. Avec appréhension, j'ai regardé vers mon miroir. Avec horreur, j'ai vu une silhouette se tenir devant l'armoire que je voyais dans le reflet. J'ai fébrilement allumé ma lampe de chevet et je me suis tournée vers mon armoire. Il n'y avait personne. J'ai raconté à mes parents ce que j'avais vu, mais ils n'ont pas voulu me croire. Ils m'ont juste répondu que c'était mon imagination et qu'à mon âge ça ne les étonnait pas. Je leur ai rétorqué que je n'avais plus 3 ans et que je savais très bien ce que j'avais vu. Une semaine plus tard, je me suis réveillée au beau milieu de la nuit pour aller aux toilettes et mon regard est de nouveau tombé sur le miroir. À ma grande horreur, j'ai vu la même silhouette noire s'y refléter, mais cette fois-ci, elle était plus proche de mon lit, beaucoup plus proche. Je me suis enfuie en hurlant de ma chambre et j'ai encore une fois prévenu mes parents. Je leur ai dit qu'il était hors de question que je retourne dormir dans ma chambre, donc mon père a fini par décider d'aller lui-même y dormir, bien que je l'ai supplié de ne pas le faire. Bien sûr, il ne m'a pas écouté, et il y est allé malgré tout. Les premières nuits qu'il a passées là-bas, rien ne s'est passé. Mon père ne comprenait pas du tout ce qui me faisait peur à ce point, mais j'ai insisté que je ne dormirais plus jamais dans cette chambre. Je n'y allais que pour récupérer des affaires. Une nuit, la veille de Noël précisément, mes parents étaient en train de placer des cadeaux sous le sapin. En s'affairant à leur tâche, ils se moquaient du soi-disant monstre dans ma chambre comme mon père l'appelait. Pendant toutes les nuits où il avait dormi dans ma chambre, j'avais dormi avec ma mère dans la leur. Ce soir-là donc, j'ai dormi par terre. Nous avons regardé un film avec ma mère, puis nous nous sommes couchés comme à notre habitude. Le sommeil n'a pas tardé à arriver et je me suis assoupie. Ma mère et moi avons été brutalement réveillés par un cri horrible poussé par mon père. Nous ne l'avions jamais entendu hurler comme ça. Nous avons couru vers ma chambre pour trouver mon père par terre, sa main serrée sur sa poitrine. Son autre bras pointait le miroir, et il avait une expression de terreur inimaginable sur le visage. Ma mère, sous le choc, m'a crié d'appeler les secours. Je me suis précipitée dans l'autre pièce avec le téléphone pour passer l'appel. Quand je suis revenue, ma mère était en train de pleurer de manière incontrôlable, et mon père ne bougeait plus. Ses yeux étaient grands ouverts, fixés sur le miroir de ma chambre. Il était décédé. La cause officielle du décès était une violente crise cardiaque. Après cette nuit-là, mes oncles et mes grands-parents nous ont aidés à déménager, parce que ni ma mère ni moi ne voulions rester dans cette maison. Pendant le déménagement, mon grand-père a trouvé un journal posé sur la table de chevet, à côté de mon lit. Ce n'était pas le mien. En l'ouvrant, ma mère a reconnu l'écriture de mon père. Nous n'étions pas au courant, mais il avait tenu un journal de chaque nuit qu'il avait passé dans ma chambre. Il a mentionné à plusieurs reprises avoir vu quelqu'un dans le miroir, et à chaque nuit qui passait, cette silhouette se rapprochait de lui, jusqu'à finir par se tenir tout près du lit. Il ne nous en avait pas parlé parce qu'il ne voulait pas nous faire peur. Je ne sais pas vraiment quoi en penser, en toute honnêteté. Était-il mort par ma faute? Ce fut la fin des Noëls joyeux pour nous, et nous n'avons plus jamais réussi à les célébrer.